Bonjour à tous. Alors je vais essayer de ne pas être trop long et de ne pas empiéter sur les autres conférences. Moi je suis psychologue, j'exerce maintenant à Narbonne et je viens de Toulouse à la base et je suis rattaché au laboratoire CERP-PPS à l'université Jean Jaurès. Et donc je vais vous parler du groupe Accept Voices pour la gestion des hallucinations auditives. Ça c'est pour la petite partie éthique, vous pourrez la revoir. Juste pour resituer le contexte théorique, quand on parle d'hallucination au sens large, on va parler de sensations éprouvées ou de perceptions sans stimulation interne ou externe. On parle de perception sans objet, ça peut être sur le plan sensoriel des sensations d'être touché sur le corps, la vision d'objets ou de personnes, ou percevoir des odeurs ou d'entendre des bruits, jusqu'à entendre complètement le langage, ce qu'on appelle les hallucinations acoustico-verbales dans le jargon médical, ou alors plus simplement les voix. C'est souvent ce que nous disent les personnes qui sont en proie à ce type d'expérience. Je vous parlais donc de la schizophrénie et des hallucinations auditives parce que c'était l'objet de ce travail initial sur le groupe Accept Voices que je vais vous présenter ensuite. On sait que dans la schizophrénie, il y a très souvent des hallucinations auditives, c'est un gros problème et elles persistent malgré la mise en place de neuroleptiques. Donc ça, effectivement, dans la pratique, c'est un gros problème et puis surtout pour l'évolution de ces patients aussi, de ces personnes. Ça participe activement aux comorbidités dépressives et anxieuses, donc les hallucinations sont vraiment mal vécues, elles peuvent générer des états dépressifs, augmenter, majorer l'anxiété, jusqu'à même pousser certaines d'entre elles à se suicider. Non pas parce que les voix disent de se suicider, mais parce que la détresse est telle que du coup, je n'ai plus que cette idée-là ou cette solution-là pour pouvoir régler ma souffrance. Donc c'est un vrai problème. Dans cette population, ce qui se passe, c'est que globalement, dans les études, ce qu'on voit, c'est que le manque de contrôle concernant les voix, l'entente de voix est un gros problème. Et les stratégies d'évitement ou d'ignorer les voix, même si elles sont là et qu'elles permettent de faire face, elles sont insuffisantes et elles ne permettent pas de pouvoir retrouver pleinement des ressources pour pouvoir s'adapter au quotidien. Alors que lorsqu'on est sur des populations non cliniques, parce qu'il y a tout un courant de recherche aussi sur ça, avec les personnes qui entendent des voix, le contrôle serait meilleur chez ce type de personnes. Actuellement, dans les thérapeutiques, sur le plan médicamenteux, on a les traitements bien sûr, les rTMS qui semblent donner quelques résultats aussi d'amélioration clinique, donc baisse de la sévérité dans certains cas, mais pas du tout de manière globale. Et puis sur le plan... Marche pas. Ah, ça y est, pardon. Et sur le plan thérapeutique non médicamenteux, qu'est-ce qu'il y a sur le plan des approches validées qui semblent donner des bénéfices? On a thérapie par avatar, donc récemment développée avec des dispositifs mais qui sont encore sous-développés et peut-être un peu coûteux. Et bien sûr, on a les TCC avec les TCC dites première et deuxième vague où on va modifier les comportements et les croyances en rapport avec les voix pour améliorer le vécu. Et puis plus récemment, on a la TCC dite de troisième vague qui va chercher donc du coup à modifier plutôt l'attitude psychologique qu'on a vis-à-vis des voix. Alors cette troisième vague, c'est quoi? C'est d'aider les personnes à focaliser leur attention sans jugement sur l'expérience d'entente de voix dans l'instant présent. Donc on va être aussi sur une base bien sûr d'acceptation, de pleine conscience. Et on va aussi aider les personnes à changer leur relation avec les voix et les pensées qui sont associées par des techniques de diffusion. Donc ne plus prendre pour argent comptant ce que disent les voix ou les pensées, mais peut-être les observer. Et augmenter du coup la variété des comportements vis-à-vis des voix, vis-à-vis des pensées, et de retrouver des ressources psychologiques pour pouvoir s'adapter dans la vie de tous les jours. En pratique, les TCC pour les voix, on va avoir des approches individuelles aujourd'hui et des approches groupales. Le problème, c'est que c'est sous-développé dans la pratique en santé mentale et en psychiatrie de manière générale. Peu de personnes se sentent capables finalement d'offrir une aide, un accompagnement spécifique pour ce type de problématique. C'est là qu'on a eu l'idée en 2014, à l'époque, sur le service de psychiatrie où je travaillais, d'élaborer une approche qui prendrait en considération les données actuelles qui permettent de dire ça peut être utile pour pouvoir aider les personnes avec des voix ou sur les hallucinations auditives.
Et donc, ce qu'on regardait à l'époque, c'est que les TCC, c'était ce qui semblait être le plus adapté en termes de thérapeutique pour les troubles psychotiques, avec un avantage pour le groupe. Donc, Tania Lecomte vous en parlera sûrement aussi. Les groupes, c'est quelque chose qui potentialise beaucoup les effets des TCC. Et puis aussi l'approche phénoménologique pour décrire l'expérience d'entente de voix chez les personnes. La psychoéducation, bien sûr, qui permet d'apporter des éléments de compréhension par rapport aux expériences et aux difficultés qu'on peut avoir en santé mentale. Et bien sûr, après, la troisième vague des TCC, où de nombreuses études commencent à sortir sur l'intérêt de ce type d'intervention. C'est pour ça qu'on a monté le programme Accept Voices. Le voilà enfin. Qui est un programme qui a été élaboré dans la pratique clinique d'abord, avec l'idée d'offrir aux personnes avec une schizophrénie, et d'autres par la suite, on en parlera sûrement, une intervention courte pour leur permettre d'avoir une aide assez rapide concernant les voix qu'ils entendent, puisque les traitements n'étaient pas suffisants. C'est un groupe petit, 6 patients, 6 personnes, pardon pour le terme patient, effectivement, il faudrait que je le corrige maintenant, je suis d'accord avec ça, avec une séance hebdomadaire, donc sur 6 séances. C'est un programme avec un manuel thérapeute, avec des séances interactives et un livret pour les personnes qui participent au groupe. Très concrètement, ce programme, il est structuré avec une évaluation initiale où on va faire un entretien, des entretiens si nécessaire. On passe des échelles, surtout on va définir des objectifs d'amélioration chez les personnes qui veulent y participer. Moi, j'ai des voix, je veux moins en entendre. Moi, j'ai des voix, je veux trouver des aides pour pouvoir à un moment donné gérer la voix X qui me gêne particulièrement quand je sors dehors, par exemple. Et puis ensuite, une fois qu'on a défini ces objectifs, on va proposer le programme avec une programmation, une planification des séances. Chaque séance est structurée avec des exercices progressifs qui permettent de mieux comprendre ce que sont les voix et de renforcer les stratégies qui existent chez eux et de développer de nouvelles stratégies de coping et d'acceptation chez les personnes pour terminer sur une séance 6 qui est une séance d'ouverture sur l'extérieur avec une orientation vers les ressources. Enfin, bien sûr, on propose une évaluation post-groupe suite à l'intervention. Alors, voilà. Bon, très concrètement, vous voyez, c'est une approche en groupe où on va être sur la description de la phénoménologie, de l'expérience. On va décrire, on va écouter ces personnes avec leur voix à eux. On va leur apporter quelques données aussi sur ce qu'on connaît des voix aujourd'hui. Et puis on va les aider à développer une posture et une attitude d'accueil et d'acceptation de cette expérience, tout en renforçant le coping chez eux, dans un climat de bienveillance, de non-jugement par rapport à leurs croyances, et ça c'est le plus important à mon sens. Rapidement, les résultats. Alors, comme je vous expliquais, ce groupe, il a été monté dans la pratique clinique et ensuite, effectivement, après, j'ai fait un doctorat où j'ai voulu mettre à l'épreuve ce groupe parce que je pensais que c'était quand même important à un moment donné de sortir de sa petite méthode, de sa petite cuisine et puis de le mettre à l'épreuve scientifique. C'est là que je suis allé sonner à la porte de Tania Lecomte et lui ai demandé si elle pouvait me donner un coup de main dans le cadre de ce doctorat et elle a dit oui. Donc, j'ai eu la chance d'être dirigé par Tania et de mener cette étude au niveau de Midi-Pyrénées. À l'époque, c'était Midi-Pyrénées, c'était pas Occitanie, pour pouvoir justement développer cette approche auprès de différents centres. Donc, comment on a fait? On a formé des cliniciens, en fait, psychologues et psychiatres, des binômes à l'époque, à la formation Accept Voices. Donc, on a monté une formation de 3 jours pour leur permettre d'acquérir les compétences pour la gestion de ce groupe. Et ensuite, ils ont mis en place ce groupe. On a réévalué ensuite, avant et après, les effets et les bénéfices auprès d'échantillons de patients qu'on avait obtenus. Donc ça a été fait, en lien avec le soutien de la Fédération de recherche en psychiatrie et à la FTCC aussi, qui m'avait permis de pouvoir mettre en place ce doctorat grâce à une bourse CIFRE. Alors très rapidement, quelques résultats, je ne peux pas tout vous montrer, mais ce qu'on a pu observer, c'est que l'indicateur principal, la sévérité des hallucinations auditives, suite à l'intervention, donc ici, je n'ai pas de pointeur, mais du coup ici vous avez une phase contrôle, et on a observé donc suite à l'intervention, et même 6 semaines après l'intervention, une baisse de la sévérité des hallucinations auditives mesurées avec la PSIRAS. Donc ça c'est un indicateur important déjà. Ensuite, concernant l'acceptation, qui est aussi un point important, puisqu'on utilisait des techniques d'acceptation,
je vais un peu trop vite. Voilà, ici. Du coup, on a observé une amélioration suite à l'intervention et 6 semaines après l'intervention du niveau d'acceptation, donc une plus grande acceptation des phénomènes hallucinatoires, des voix, chez les personnes qui ont participé au groupe. Donc ça, c'était aussi un point intéressant et positif parce que c'était vraiment ce qu'on voulait observer, ou en tout cas, on voulait voir l'effet des techniques d'acceptation. Et enfin, on a, à 12 mois après l'intervention, observé un maintien des améliorations cliniques sur le plan de l'acceptation de la sévérité et aussi des éléments de dépression et d'anxiété qu'on pouvait observer au moment des évaluations chez les personnes qui entendaient des voix. Pour l'aspect un petit peu plus détaillé, vous voyez ici, vous avez deux courbes. Ici, vous avez en haut l'échelle d'acceptation, les scores issus de l'échelle d'acceptation, et en bas, la dépression. Et on voit vraiment qu'il y aurait, en tout cas, un rapport entre plus l'acceptation de l'expérience augmente, plus la dépression aurait tendance à diminuer, ce qui est un indicateur intéressant et qu'on avait déjà plus ou moins suspecté dans une étude initiale où dans la population clinique, on s'était rendu compte que les voix étaient beaucoup moins acceptées et étaient associées à la dépression, contrairement à une population non clinique qui semblait, elle, du coup, mieux accepter les voix qu'elle pouvait entendre. Donc là, l'idée, c'était de se dire que l'acceptation des voix, c'est un indicateur clinique puissant pour pouvoir, dans la pratique, évaluer l'impact de l'expérience d'entente de voix. Sur le plan qualitatif, on a observé aussi avant l'intervention, quand on s'intéressait à ce que disaient les personnes qui participaient à ce groupe avant l'intervention, elles étaient inquiètes par rapport à leur voix. C'était difficile à décrire, à expliquer, avec un sentiment d'impuissance, de l'évitement qui se traduisait souvent dans leur discours par des actions au quotidien d'évitement. Et suite à l'intervention, ce qu'on a pu observer, c'est une dédramatisation. Les voix étaient, semble-t-il, plus faciles à décrire, même chez des personnes qui étaient vraiment en grosse difficulté psychique. Elles commençaient à avoir plus de facilité à les décrire. Pour certains, on avait une meilleure compréhension et d'acceptation du phénomène, et puis surtout de l'espoir quant à leur gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, les voix, c'est quelque chose, je sais que je peux faire quelque chose sur mes voix. D'ailleurs, j'ai déjà essayé des choses, et je pense que je vais continuer à les essayer. Enfin, dernier point, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu des bénéfices pour les cliniciens. Donc, comme je vous expliquais, on a formé en fait des cliniciens, mais on a, avant la formation, évalué leur sentiment d'efficacité pour l'aide qu'ils pouvaient apporter à leurs personnes qu'ils accompagnaient, à leurs patients. Et on s'est aperçu donc que ces personnes, avant et après la formation, il y avait des choses qui bougeaient. Alors bon, vous me direz, c'est normal, c'est une formation, il y a des compétences. Mais là, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'avant la formation, on avait chez ces 23 cliniciens, vous voyez, ce sentiment d'efficacité. Pourtant, c'était des cliniciens qui avaient une expérience dans les troubles psychotiques, qui avaient vraiment du background. Il était autour de 50%, pas plus. Et j'étais un petit peu dérouté par rapport à ça. Et ce qu'on voit après la formation, c'est que ce sentiment d'efficacité, il s'améliore de manière significative. Donc la formation a vraiment un intérêt aussi pour pouvoir après mener le groupe. Donc, conclusion et perspective, Accept Voices, grâce à ces résultats-là, on a pu se rendre compte que c'était une intervention qui était adaptée. On a vérifié, on n'a pas eu de problème particulier des personnes qui y ont participé. Et on a eu vraiment des bénéfices pour les personnes qui y ont participé, avec des retours positifs, bien sûr, et des résultats sur l'expérience d'entente de voix, sur la gestion, et sur le fait de pouvoir aussi échanger, d'être écouté par rapport à ça. Et puis aussi de réels bénéfices pour les soignants. Ce qui nous amène aujourd'hui à quoi ? À développer le plus possible ce type d'intervention auprès des soignants, donc par le biais de formation. Là, au mois d'octobre, il reste encore des places. Avec grand plaisir, vous pourrez venir. Et puis aussi, l'idée, c'est peut-être de former le maximum de gens pour pouvoir après revenir sur la réévaluation de ce module, de cette intervention, et faire évoluer cette approche, cette méthode, sur peut-être plus de sessions et des modules différents. Il y a vraiment une demande croissante, et ce sera la dernière diapo, de formation des professionnels dans les centres et dans les services de réhabilitation en intra et en extra dans le médico-social, mais aussi des usagers. Moi, j'ai beaucoup d'usagers qui m'appellent, qui me demandent où est-ce que je peux faire le programme Accept Voices. Donc, on a besoin de gens pour se former à ce type d'approche. Là, pour l'instant, on a formé pas mal de monde. Il y a encore beaucoup de travail, et donc on contribue à développer cette formation et aussi à ce type d'intervention. Voilà. J'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop long.